Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui avec le Player's Handbook, puisqu'on regarde le titre original, donc le manuel des joueurs en fait, de la version française de la cinquième édition de Donjons et Dragons. Donc c'est publié originellement par Wizards of the Coast, en France par Gale Force 9, c'est sorti l'année dernière et ça fait 315 pages. Même s'il ne s'agit ici que de parler de son énième itération, Donjons et Dragons demeure un monument assez intimidant et très franchement je ne maîtrise pas assez son histoire pour en livrer une véritable critique approfondie et pertinente. Je ne dispose notamment pas des éléments de comparaison pour dire en quoi cette cinquième édition serait meilleure ou moins bonne que telle ou telle des précédentes, de manière globale ou au regard de tels points précis. Pour l'essentiel, et par la force des choses, je m'en tiendrai donc à quelques remarques de surface et ne formulerai pas tant des critiques à proprement parler que des interrogations toutes personnelles, car cette lecture m'incite à me poser des questions, oui, en dehors de toute expérience de jeu. Ceci étant, peut-être de votre côté avez-vous eu une expérience qui vous permettrait de me répondre avec davantage d'assurance, et surtout alors n'hésitez pas. D&D, donc, le glorieux ancêtre, le premier des premiers, tout le monde connaît ce nom et beaucoup de rôlistes sont passés par là. Votre serviteur de même, mais il y a longtemps et sans grande application peut-être. La seule édition que j'ai pratiquée, et j'étais alors adolescent, était AD&D 2. Mes souvenirs sont bien trop flous pour me permettre de juger du système, même si j'ai l'impression que ça n'était pas si compliqué que ça, tout en ayant des sueurs froides à l'idée des bouquins énormes et arides contenant les règles. Ceci étant, même dans ce contexte, je n'ai pour ainsi dire jamais ou rarement fait du donge bien classique. Les univers dans lesquels nous jouions étaient d'abord et surtout Dark Sun, et ça j'aimerais bien y revenir. Il y a quelque temps, suite à ma redécouverte de la boîte de base, j'avais livré des critiques pour la gamme française et lorgné sur l'original. Ensuite, et dans une moindre mesure, Ravenloft. Et dans ces cadres de jeu, nous n'avons jamais vraiment fait de dungeon crawling. Depuis bien plus récemment, j'ai certes eu des aperçus de la suite des opérations via la licence OGL 3.5, notamment avec Pathfinder. Mon sentiment pouvant se résumer ainsi, c'est bien fait, très bien même, mais beaucoup trop compliqué pour moi. Par ailleurs, peut-être en sens inverse, je ne sais pas grand-chose, voire rien du mouvement OSR, et suppose que le seul titre à véritablement s'inscrire dans ce courant que j'ai lu mais pas joué était Lamentations of a Flame Princess, lequel pris indépendamment me laissait passablement perplexe quant à son intérêt propre. Sa gamme, je suppose que c'est autre chose. En tout cas, j'ai été bluffé par A Rad and Pleasant Land, même si je suppose ne jamais être en mesure de jouer un truc pareil. Pourquoi revenir maintenant à Donjons et Dragons alors? Eh bien, les retours sur cette cinquième édition me paraissaient unanimement bons, voire excellents, déjà. D'une certaine manière, par curiosité, je cherche toujours le jeu qui me permettrait de faire, ou du moins de tenter, eh bien, du donge, mais sur un mode pas excessivement simulationniste, ce qui mettait Pathfinder hors concours. J'ai eu des lectures intéressantes dans ce registre, comme Tranchons et Tracons, excellent jeu, même si ce n'était pas exactement ce que je cherchais en l'espèce, ou la bonne surprise Chroniques oubliées Fantasy. Mais pourquoi alors ne pas jeter un œil au maître lui-même? Mais il y avait une raison plus concrète à cela. Je compte, cet été, lancer la campagne Ténèbres sur la forêt noire pour l'anneau unique. Or, à parcourir les forums, je suis sans cesse tombé sur des critiques assez vertes formulées à l'encontre de ce système. Ne l'ayant pas expérimenté, je ne suis pas capable d'en juger. À la lecture, comme j'ai eu maintes fois l'occasion de le dire, ça me paraissait un travail d'adaptation très intéressant, reproduisant bien les thèmes et manières tolkieniens. Mais il semblerait que ça peine à la pratique. Or, on a dit beaucoup de bien d'Adventures in Middle-earth, soit l'adaptation directe de la gamme de l'anneau unique à Dungeons and Dragons 5. Vu de loin, j'étais d'abord un peu sceptique, car l'univers tolkienien n'a pas grand-chose de donge au fond, et c'était justement la prise en compte de ces particularités qui me séduisait dans l'anneau unique, bien loin des mauvais souvenirs à la GRTM. Mais on a là aussi loué le travail d'adaptation de l'œuvre, tout en soulignant que le système de D&D 5 au moins fonctionnait, ce qui ne serait pas le cas de celui de l'anneau unique. Le moment venu, je jetterai un œil à Adventures in Middle-earth. J'ai cru comprendre qu'une traduction était prévue chez Edge, mais je ne sais pas pour quand, sans doute trop tard en ce qui me concerne. Mais la première étape était assurément de lire le manuel des joueurs de D&D 5, ou plutôt son Player's Handbook, puisque pour je ne sais quelle raison, cette édition française longtemps retardée et même empêchée met en avant les titres originaux. Le livre est costaud mais maniable et d'un poids supportable et tout en couleur, même si la qualité des illustrations varie énormément du très cool au très moche et du vieillot au plus moderne. Il fait son prix aussi, 50 € et les autres titres de la gamme traduits pour l'heure de même. On appréciera tout de même une certaine attention éditoriale. Le texte est globalement clair, j'aurai un bémol concernant la magie, j'y reviendrai, propre en tout cas et bien relu. Le côté très technique de ce supplément ne permet pas exactement de folie stylistique,
mais les développements qui s'éloignent du système et de la tactique pure, qu'ils portent sur le loisir particulier qu'est le jeu de rôle, qu'est-ce que le roleplay par exemple, ou de vagues éléments de background donnés à titre d'indication et piochés dans les divers univers de D&D, les plus classiques du moins, Royaumes oubliés, Dragonlance, Greyhawk, etc., sont rédigés dans un style limpide et convaincant. C'est très appréciable. Cependant, je n'en ferai clairement pas une lecture idéale pour s'initier tout seul au jeu de rôle, en relevant qu'il existe un kit d'initiation bien noté qui pourrait dès lors constituer une étape préalable appréciable. Mais le présent ouvrage, non. Pas qu'il soit spécialement compliqué dans l'absolu, mais j'y vois deux caractères limite prohibitifs à cet égard, et plus ou moins ce que je redoutais d'y trouver, aussi peut-il y avoir un biais de ma part. Mais j'ai donc un double problème ici, le caractère non intuitif de l'ensemble et l'abondance de règles spéciales, alors, j'insiste sur les guillemets, j'en mets beaucoup, des règles notamment associées à la création de personnages. En fait, c'est probablement par ce dernier point qu'il faut commencer, car il constitue l'essentiel de ce Player's Handbook. Plus de la moitié du livre est consacré à la création de personnages. Et comme de ce qui reste, les 2 tiers environ relèvent de la rébarbative liste de sorts, en fait, cette position primordiale a aussi son impact dans le caractère non intuitif du système à mes yeux. Le fait que l'on commence par là et que l'on s'y attarde si longtemps maintient éventuellement le lecteur dans une certaine ambiguïté quant aux conséquences techniques de ce qu'il est en train de lire. Le joueur parcourt les règles spéciales des différentes classes de personnages et on lui parle sans cesse de bonus de maîtrise, d'emplacement de sorts, d'avantages, de jets de sauvegarde, etc., sans qu'il sache vraiment à quoi renvoient ces notions au juste. La création de personnages est donc au cœur de ce Player's Handbook, même si, comme d'hab, il n'est certes pas destiné qu'au seul joueur. C'est bien l'outil premier du du MD. Le Dungeon Master's Guide qui lui est attribué n'a a priori rien d'indispensable, c'est ici que se trouve l'essentiel. D'emblée, je relève une différence appréciable par rapport à mon vieux AD&D 2. La progression en expérience est standardisée, elle ne varie pas selon les classes. C'est très appréciable, oui. Et de même pour un autre aspect lié aux classes, le multiclassage est ici très simple et standardisé de même. On commence cependant par les races, classiquement. Ce sont pour l'essentiel les races habituelles de D&D et de quantité d'autres jeux de type Medfan, avec quelques ajouts postérieurs comme les sans-dragons ou les tieflins. Ces races connaissent des variantes bienvenues pour personnaliser davantage le personnage. Rien de bien compliqué ici. À ce stade, la lecture de ce supplément m'apparaissait très stimulante, à vrai dire. En relevant cependant que le bouquin est un peu le cul entre deux chaises, car il est alors presque naturellement amené à développer, même brièvement, des éléments de lore spécifiques, ceci alors même que le manuel en tant que tel est générique. Ceci étant, cela n'a rien d'une critique au fond, car c'est un bon moyen d'illustrer les possibilités du jeu, à charge pour le MD de bricoler un truc à sa sauce sur ses bases. Il en va de même, par exemple, pour les annexes consacrées aux dieux et aux plans. Les choses se compliquent sacrément quand on en arrive aux classes de personnages, le plus long chapitre de ce Player's Handbook, si l'on met de côté la liste des sorts. Peut-être y ai-je accordé trop de poids parce que c'était ce que je redoutais, d'autant plus après ma lecture de Pathfinder. Pourtant, je suppose que D&D5 est ici beaucoup moins simulationniste que le dit Pathfinder, mais j'ai tout de même l'impression qu'il y en a trop pour ma pomme. Chaque classe, en effet, et on s'en tient là aux classes les plus classiques du jeu, en relevant cependant qu'il y a aussi des variantes, ou plus exactement des spécialisations progressives, intéressantes dans leur principe mais qui compliquent encore la donne. Chaque classe, disais-je, abonde en règles spéciales, donc guillemets, qui se débloquent au fur et à mesure de la progression en expérience. Et oui, trop pour ma pomme probablement. A fortiori quand la magie est de la partie, mais ça j'y reviendrai. Le problème, en vérité, n'en est peut-être pas un. La masse d'informations plus qu'intimidante ne correspond probablement pas tout à fait à l'expérience de jeu, déjà parce que le développement de ces règles, pour l'essentiel, est progressif, ensuite parce que, bordel, j'ai un vieux réflexe de control freak dont il faudra bien que je me débarrasse un jour. Il faut impliquer les joueurs pour gérer ces sous-systèmes. Je ne peux pas et ne dois pas, en tant que MJ, tout contrôler à la perfection. Je n'en suis tout simplement pas capable, je le sais, mais ce n'est certainement pas une raison pour priver mes joueurs de cette approche ludique particulière. Or, ces aspects de la progression des personnages, on ne peut pas en faire abstraction, sinon, eh bien, on joue à autre chose. C'est une composante importante du jeu, dans sa dimension tactique notamment. Il faut intégrer ces règles spéciales, mais cela implique un contrat entre le MD et les joueurs pour que chacun fasse sa part, seule garantie d'une expérience de jeu convaincante et constructive pour tous. La création de personnages se poursuit au-delà, de manière assez intéressante pour le coup. Je crois que les historiques sont une nouveauté, mais elle est tout à fait bienvenue. Par ailleurs, le chapitre consacré à l'équipement conserve une taille raisonnable qui le rend lisible, dingue, sans s'embarrasser dans l'absolu de pinaillage cataloguesque ou de pénibles règles d'encombrement, etc. C'est au bon sens de gérer ça. Comme noté plus haut, le multiclassage est devenu globalement très simple, c'est éventuellement en matière de magie que cela se complique un peu et j'y reviendrai.
Il faut enfin mentionner les dons, qui sont présentés comme optionnels et qui peuvent remplacer l'augmentation de caractéristiques qui est régulièrement accordée au personnage au fil de sa progression. Dans une perspective odieusement minimaxeuse, les dons me paraissent carrément plus avantageux. Ils peuvent avoir leur intérêt dans l'expérience de jeu, sans ce travers grobilesque, mais en contrepartie, ils consistent en autant de règles spéciales à rajouter au personnage, en sus de celles de sa race, de sa classe, etc. Laissons de côté pour l'heure la gestion des règles spéciales, guillemets, pour aborder les règles génériques. Elles occupent somme toute très peu de place dans ce livre, et je dois dire que c'est une bonne surprise sous cet angle. En gros, on a une dizaine de pages de système générique, plus une dizaine de pages consacrées au combat, et ces pages ne sont pas d'une densité étouffante. En fait, oui, le système de base est assez simple, et bénéficie de quelques chouettes idées qui permettent de ne pas charger la mule, notamment celle des avantages et désavantages, semble-t-il une voire la nouveauté de cette 5e édition. Quand on est avantagé ou désavantagé, on jette 2 dés et on garde le meilleur en cas d'avantage, le moins bon en cas de désavantage. Simple, pratique, bien plus convaincant que la multiplication des bonus et des malus sur des jets qui en sont déjà pas mal affectés, j'y arrive. Globalement, ce système des 20 est simple, ou du moins il n'appelle pas 36 000 développements et exceptions. Alors, en fait, indirectement si, mais c'est ce que je qualifie dans cette chronique indécise de règles spéciales avec plein de guillemets. Pourtant, j'ai un petit problème le concernant, et c'est qu'il ne me paraît pas du tout intuitif. Que le seuil de difficulté soit fluctuant y participe, fixé par le MD ou déterminé par l'opposition ou la sauvegarde, ce genre de choses, il y a des règles précises. Ça c'est finalement assez secondaire. C'est surtout que les valeurs de caractéristiques, force, dextérité, etc., vous connaissez la musique, ne sont quasiment d'aucune importance en jeu. Ce qui compte, c'est le bonus de caractéristiques qui en est dérivé. Et il faut aussi prendre en compte le bonus de maîtrise, qui évolue quant à lui de manière standardisée là encore, avec la progression en expérience du personnage. Les compétences de la sorte ne donnent pas une valeur directe, une fois de plus, mais déterminent l'emploi ou non du bonus de maîtrise, soit une variable en fait indépendante des compétences à proprement parler, puisque liée à la seule progression du personnage en termes de niveau. En conséquence, regarder la fiche de personnage n'est que plus ou moins éclairant quant aux aptitudes du héros, et le fait de jeter un dé ne donne pas un résultat que l'on peut à son tour lire directement comme étant bon ou mauvais. Le fait de réussir ou de rater une action dépend des bonus que l'on doit ajouter au jet de dés, bonus qui varient selon les circonstances et les aptitudes, et qui ne correspondent pas précisément aux valeurs absolues apparaissant sur la fiche. Comme en outre il faut comparer ce score obtenu à un degré de difficulté fluctuant, mais obéissant à des principes très divers selon les actions entreprises, outre la règle des avantages et désavantages, j'ai vraiment le sentiment que le simple fait de regarder le résultat obtenu sur le dé ne révèle en fait pas grand-chose quant au succès ou à l'échec de l'action, en dehors des résultats très élevés ou catastrophiques bien sûr. Peut-être mon interrogation à ce propos tient-elle à ce que je sors de ma zone de confort. En matière de grands anciens rôlistiques, j'ai beaucoup pratiqué l'appel de Cthulhu. Le Basic RPG est souvent critiqué pour tout un tas de raisons, parfois fondées, mais moi je l'aime bien, et notamment parce qu'il est extrêmement intuitif. Quand on regarde la fiche, on sait directement ce que peut faire le personnage. Quand on regarde les dés, on sait immédiatement si l'action entreprise a réussi ou échoué. Il y a d'autres soucis, certes, les listes de compétences rallongent et éventuellement redondantes, un côté aléatoire peut-être plus prononcé, encore qu'il existe bien des moyens de pallier à ce problème, ce dont la 7e édition témoigne, et un peu de bon sens suffit souvent à contrebalancer ces failles éventuelles. Par contre, ce système ne se prête pas vraiment et même pas du tout à une approche tactique du combat, etc., c'est certain. Mais j'aime bien cet aspect du jeu, pour moi essentiel. On n'a pas besoin de se perdre en explications confuses sur des exceptions, l'application ou non d'un voire deux bonus, un seuil de difficulté qui varie au doigt mouillé, etc. Tout est déjà là, sur la fiche et sur les dés. C'est clair, pour le gardien comme pour les investigateurs. Je ne doute pas que le système de dés et des 5 fonctionne. Je ne suis pas en train d'en faire une usine à gaz à la Shadowrun. Il a ses côtés séduisants, à vrai dire. Mais cette question du caractère non intuitif me perturbe quand même un peu. Ceci dit, la solution ici est au fond la même que pour l'abondance de règles spéciales. Il faut essayer, comme de juste. J'ai tout de même le sentiment qu'il y a un domaine dans ce Player's Handbook où les éventuelles difficultés suscitées par l'abondance des règles spéciales et le caractère non intuitif du système se combinent d'une manière qui m'intimide, et c'est la magie. En fait, ce caractère intimidant, cette fois, doit peut-être aussi à ce que les explications ne sont pas toujours très claires. Contrairement au reste du livre, outre qu'il faut jongler entre les spécificités de chaque classe de jeteur de sorts, chapitre 3, et les généralités sur la magie, chapitre 10, et bien sûr les effets des sorts en particulier, chapitre 11, le plus long et le plus dense de ce manuel des joueurs.
Le système est globalement plus diversifié que ce dont j'avais le souvenir du temps de AD&D 2. La primauté de la magie vancienne, inspirée de la Terre mourante, on prépare un sort, il s'efface quand on le jette, après quoi il faut à nouveau le mémoriser pour le lancer une autre fois, etc., me paraît battue en brèche par divers procédés, notamment les tours de magie, à ne pas négliger, ils sont bien plus utiles que dans mes vagues souvenirs d'AD&D 2, ou, mais là je ne suis pas sûr de moi, les rituels, etc. Au-delà se pose la question des emplacements de sorts et de leurs dépenses, qui n'a pas le même impact, semble-t-il, en fonction des classes de jeteurs de sorts. Outre que leurs spécificités rendent l'approche de la magie très différente selon les cas. Pour s'en tenir aux magos archétypaux, un ensorceleur, un magicien et un sorcier ont des conceptions antagonistes, ce qui est intéressant dans l'absolu, mais pas toujours très clair en l'état, j'ai l'impression. Or, les jeteurs de sorts sont bien plus nombreux que cela, outre les classiques prêtres avec leurs divers avatars. La magie des bardes, des paladins, des rôdeurs me paraît plus développée et plus importante que ce dont je croyais me souvenir dans AD&D 2. Mais il est vrai que Dark Sun, par ailleurs, m'avait formaté une conception de la magie donjonesque déjà assez spécifique. Je suppose qu'un peu de concentration permettrait de mieux appréhender la spécificité de ces sous-systèmes, car d'une certaine manière, il y en a autant que de classes de jeteurs de sorts. Mais en l'état, je suis quand même perplexe. C'est peut-être l'aspect du jeu qui m'intimide le plus, à vrai dire. Ceci étant, si je m'en tiens à l'idée d'utiliser des D5 dans le contexte d'Adventures in Middle-earth, la question se posera sans doute différemment, du fait du caractère très limité des aptitudes magiques des héros dans l'univers tolkienien. Ici, plus encore qu'ailleurs, il me faut sans doute réserver mon jugement, sinon jusqu'au test à proprement parler, du moins jusqu'à la lecture de ce supplément. À vrai dire, cela pourrait bien être déterminant dans mes choix futurs quant au système à employer pour jouer Ténèbres sur la forêt noire. Une parenthèse pour finir. Comme je joue essentiellement en virtuel, je me demande aussi comment Roll20 en l'espèce peut gérer ces problèmes. Est-ce que le virtuel simplifie les choses ou bien les complique? Mon expérience actuelle avec Savage Worlds, plus précisément avec Deadlands Reloaded, c'est pas avérée très concluante, aussi bien concernant le système de base que les spécificités de son portage virtuel. Alors que celle avec l'appel de Cthulhu, si. Là, il faudra sans doute que j'essaye. Peut-être d'ailleurs en PJ d'abord. Je ne doute pas qu'il doit exister des choses très intéressantes à ce propos et beaucoup de monde joue à des 5 en virtuel. Mais c'est tout de même un paramètre à prendre en compte dans mon cas et qui à nouveau m'intimide un brin. L'usage dans ce genre de chronique est de conclure en conseillant ou déconseillant la chose aux aimables lecteurs masochistes. Dans le cas de ce Player's Handbook de D&D5, faut-il le conseiller? Je n'en sais foutre rien. Ou en tout cas j'en suis bien incapable. Ma méconnaissance de ce registre du jeu de rôle ne m'y autorise guère, car je manque de références utiles. Et individuellement, ma lecture a oscillé entre enthousiasme et scepticisme, avec une bonne dose de perplexité, ou plutôt d'hésitation entre les deux, le sentiment qui domine, clairement, une fois la dernière page retournée, ce qui là encore ne m'autorise pas à porter un jugement assuré. Ce jeu est-il recommandable objectivement? Je suppose que oui. Vous trouverez nombre de commentaires enthousiastes de gens de confiance, bien plus à même que votre serviteur de se prononcer à cet égard. Me concernant, les interrogations dominent encore, auxquelles un simple test pourrait éventuellement répondre, que ce soit positivement ou négativement. Je n'en sais rien, mais je garde ça dans un coin de la cervelle. Et quant à la suite de la gamme? Honnêtement, pour l'heure, je ne me sens pas de mettre 50 neurones dans un énième Monster Manual. Quant au Dungeon Master's Guide, je redoute qu'il comporte une grande proportion de superflu. Finalement, lire une campagne serait peut-être davantage utile. Mais bon, le prix ne m'autorise pas à l'achat compulsif. On verra. Et on verra surtout Adventures in Middle-earth, car pour l'heure, je ne sais toujours pas quel système je vais utiliser pour maîtriser Ténèbres sur la forêt noire. Oui, on verra.